Non, en fait, le dernier truc que j'ai fait, moi, j'ai découvert les podcasts pendant le confinement. En fait, je n'avais jamais écouté de podcast de ma vie avant le 15 mars. Et maintenant, ça devient une habitude, j'en écoute presque tous les jours, en fait. Avant, quand j'allais courir, moi, sans musique, sans rien, et maintenant, je vais courir en écoutant des podcasts. Et en fait, on apprend, en fait, hein, les podcasts, on apprend. Il y a le tien que j'ai découvert. Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus. J'échange avec des dirigeants et des dirigeantes de PME qui font face à la pandémie et à ses répercussions sur leur activité. Dans cet épisode, je suis avec Nicolas Barre de Make Ici. Quand je l'ai connu, Nicolas montait son premier Fab Lab à Montreuil, ici Montreuil. Désormais, il en a 6 dans toute la France. Il s'est diversifié dans la formation professionnelle et il nous en parlera justement dans cet épisode. Le confinement l'a aidé à accélérer cette stratégie. J'ai beaucoup de bons souvenirs à ici Montreuil puisque j'ai été résidente soirée week-end. Donc j'ai moi-même créé mes propres projets de makeuse. J'ai aussi organisé dans le cadre de mon travail des événements, un hackathon, un lancement de laboratoire d'innovation dont on se souvient toutes et tous. Et c'était un jour de grande chaleur et il y avait pas mal de monde, donc ça faisait plaisir. On a pu voir des créations pour améliorer le service public en Seine-Saint-Denis. J'ai cette image de Nicolas comme quelqu'un d'assez réservé et économe de ses mots. Donc j'étais ravie qu'il accepte cette interview de podcast. Vous verrez, le rythme est un peu plus doux. Ça me fait penser un peu de la ASMR, mais en version parlée peut-être. J'espère qu'en tout cas, ça vous intéressera autant que moi. J'ai trouvé ça passionnant. On voit les défis auxquels sont confrontés les makers, des questions stratégiques, des questions de trésorerie, des questions aussi de morale, et comment Nicolas, en tant que chef d'entreprise, une entreprise qu'il a cofondée avec son épouse, réussit à tenir la barque. Quelles sont les croyances familiales qui l'ont aidé? Comment ça se passe aujourd'hui? Quels sont ses projets, ses difficultés pour l'année qui vient? Bonne écoute! Je m'appelle Nicolas Barre, je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Make Ici. Est-ce que tu peux nous présenter Make Ici? Alors, Make Ici, en fait, c'est une société agréée ESUS, de l'économie sociale et solidaire, qui a été créée en 2012 et qui a pour objectif de concevoir et d'animer en fait des tiers-lieux de production qui aident en fait des entrepreneurs qui ont besoin d'outils pour produire, d'ateliers, de zones de stockage et en fait d'un écosystème de faiseurs. On leur permet, moyennant un abonnement accessible, l'accès à des locaux équipés de machines, de zones de stockage, d'ateliers privatifs et collectifs. Ce jour, en fait, on en a 6. Le premier, on l'a ouvert à Montreuil en 2012, ça s'appelle ici Montreuil. On a ouvert ici Marseille en 2018, ici Nantes en 2019, puis après on en a 3 autres. Et les 3 autres, ils sont où? Les 3 autres, ils sont... Alors, il y en a un qu'on a ouvert au Puy-en-Velay en début d'année, en partenariat avec l'AFPA, donc la structure de formation professionnelle pour adultes. En fait, on a signé un consortium au niveau national où on aide l'AFPA à transformer une partie de ses centres de formation en villages, en tiers-lieux en fait pour entrepreneurs. Donc du coup, ça c'est le premier. Après, on a 2 Fab Labs en fait. Premier qu'on a ouvert dans un campus d'innovation à Aix-en-Provence qui s'appelle The Camp. On l'a ouvert il y a 3 ans. Donc en fait, c'est une équipe à nous qui est dans un espace de 150 mètres carrés et en fait qui aide les entreprises et les structures qui viennent à The Camp pour innover. En fait, on les aide à maqueter et à prototyper. Et après, on a le dernier qu'on a ouvert. On l'a ouvert à Montreuil, dans le 93, donc à côté d'ici Montreuil. En fait, on a créé une association avec la mairie de Montreuil et 4 associations d'insertion pour en fait créer un Fab Lab qui aide des personnes en difficulté à retrouver une voie par le faire, FAIRE. Donc c'est principalement un Fab Lab qui met en place des programmes de montée en compétences et de formation. C'est ce que vous faisiez avec la grande école du numérique? Oui, un peu inspiré des formations qui ont été labellisées grande école numérique, oui, qui est entrepreneur maker et créatif technologiste. Bon, c'est super, quelle expansion nationale impressionnante. Est-ce que, avant qu'on commence, pour voir un peu comment vous faites, vous, face à cette crise que l'on traverse, juste un mot quand même, puisque toi, tu es très investi dans le mouvement des makers, des faiseurs, sur tout ce qui s'est passé pendant le confinement, toutes ces structures comme la tienne et d'autres qui ont créé des masques. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement
contribuer à cet effort un peu collectif, et où vous en êtes aujourd'hui sur ce sujet de création pendant cette crise du Covid? Oui, en fait, nous, il y a à la fois le staff. Donc, nous, on est une TPE, mais qu'ici, c'est une TPE de 21 salariés, on va dire. Et après, c'est une communauté d'à peu près 300 résidents et abonnés. Du coup, on a participé à 3 niveaux. En fait, dans notre staff, on a des designers, en fait, qui font partie d'un mouvement et en fait, qui faisaient partie du premier cercle qui était en contact avec les designers italiens pour réinventer, on va dire, ou imaginer des nouveaux masques de respiration. Après, dans chacune de nos manufactures, on a imprimé des visières et on a fabriqué des masques de protection qu'on a offert en fait au personnel soignant des zones dans lesquelles on est implanté, donc à Nantes, à Montreuil et à Marseille, à peu près une dizaine de milliers de visières et de masques qu'on a dû produire pour l'ensemble de nos sites et avec les résidents et les membres du staff. C'est impressionnant. Et là, pour ce reconfinement, j'ai l'impression qu'il y a moins cet élan parce que la structure industrielle française et les importations ont un peu changé la donne. Est-ce que vous faites des choses en ce moment ou sur ce Non, parce changement? que effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, la France n'était pas préparée, donc les makers et artisans ont assuré comme on peut, comme on pouvait. Et depuis, effectivement, les stocks ont été, tout le monde il y a suffisamment de masques, de visières. Les personnels soignants sont bien équipés. Donc du coup, il n'y a pas de véritable besoin pour l'instant. On n'en a pas identifié. Peut-être qu'il y aura des besoins sur d'autres sujets. Mais et après, c'est comme le deuxième confinement. Donc du coup, moi, je pense que une partie du staff et des résidents, en fait, on était vraiment confinés. L'activité s'était vraiment arrêtée. Donc du coup, c'était un moyen de participer à l'effort national, mais parce que aussi, on avait beaucoup moins d'activité, quoi. Et là, dans ce deuxième confinement, en fait, l'activité économique s'est pas arrêtée, elle s'est ralentie, mais elle existe toujours. Elle existe toujours. Donc du coup, nous, on a du travail et nos résidents aussi. Et du coup, là, sur le deuxième confinement, là, on est tous obligés de se concentrer sur. Là, il faut vraiment qu'on génère le chiffre d'affaires qu'il faut et les revenus pour tenir les 6 prochains mois. Ah oui, justement, comment vous avez été impacté en termes de chiffre d'affaires et quels sont les problèmes auxquels tu fais face en tant que chef d'entreprise, surtout avec différents sites? Alors le premier, avec le recul là, parce qu'on on est début novembre, hein, donc du coup, premier confinement a débuté en mars, donc on a du recul, donc l'année on va la terminer avec un chiffre d'affaires en baisse de moins 25% à peu près, donc entre moins 20 et moins 25% par rapport à 2019. Donc franchement, quand notre président a annoncé le premier confinement, je m'attendais à plus, hein. Donc on va dire qu'on s'en sort pas trop mal par rapport à certains. L'objectif principal, c'était connaître notre niveau de trésorerie, estimer les aides dont qu'on allait avoir pour savoir combien de temps on allait tenir en trésor, pour pouvoir à la fois soit paniquer tout de suite, soit se rassurer un peu. Et la deuxième, en fait, c'était de s'occuper du staff. On n'a mis personne en chômage partiel. On est arrivé en confinement au moment où on venait de recruter un DAF et un patron de la formation pro. Et donc on a profité du confinement pour travailler à plusieurs, en fait, pour bien préparer notre programme, nos stratégies formation, notre programme de formation, et pour bien structurer notre pilotage de l'activité économique, en fait. On a fait en sorte que tout le monde soit occupé, prenne soin de soi. On a laissé les sites ouverts pour que nos résidents, artisans, entrepreneurs et TPE puissent avoir accès à leurs machines et à leurs outils. Voilà ce qu'on a fait. Pour les personnes qui connaissent pas, quels outils, les plus gros outils que vous mettez à disposition, c'est quoi par exemple? On a un atelier professionnel de menuiserie, donc les machines pour travailler le bois, donc une toupie, une scie sur table, une scie à panneaux. La scie à panneaux, c'est la scie qu'on voit chez Leroy Merlin pour qui découpe les panneaux, par exemple. Donc c'est une machine qui fait 6 mètres de long sur à peu près 3 mètres de haut. On a un atelier de serrurerie et de ferronnerie, donc pour travailler le métal. On a des chalumeaux pour découper, des scies pour tronçonner. On a des découpes laser, on a des machines numériques, des fonceuses numériques, ça s'appelle des CNC, on a des imprimantes 3D. Oui, c'est ce qui explique que les personnes payent un abonnement sont obligées de venir puisqu'elles ont accès à des outils qu'elles peuvent pas avoir chez elles. Ouais.
Et ça m'amène à une question. Moi, je me souviens au début quand tu commençais, t'avais pas mal de clients B2B. Je me souviens d'une équipe qui était venue créer une table ensemble. Moi-même, j'étais venue avec une équipe. On avait en une journée créé, fabriqué des nouveaux produits Et un euh, robot, je me souviens assez encore. innovants. Et un robot, ouais, tout à fait, un robot d'attente active pour Mm. la MDPH de Bobigny. On avait fait beaucoup de projets comme ça. Est-ce que ce sont toujours des projets qui existent ou tu te repositionnes plutôt sur la formation professionnelle? Alors il y a toujours ces projets, un peu moins à Montreuil, mais beaucoup à ici Marseille. En 2020, pardon, on fabrique, je crois qu'on en est à la au quatrième exemplaire, là, en fait des structures en métal pour simuler des cockpits d'hélicoptères. Pour Airbus Industrie, pour RTE, qui est en fait la structure parapublique qui gère des réseaux d'électricité en France. Donc à la fois les centrales qui produisent l'électricité et qui les distribuent. On fabrique des hôtels à insectes, par exemple. Là, à Montreuil, on est en train de fabriquer une structure pour Ubisoft. On a fabriqué une borne d'arcade qui est pour le musée des Jeux Olympiques à Lausanne. Donc on fait toujours. Voilà, il y a un peu moins à Montreuil, beaucoup à Marseille, mais ça fait partie de toujours notre modèle économique et c'est intéressant de travailler avec des grands groupes ou des collectivités. Oui, c'est sûr, c'est Mm. certain, ça vous permet de diversifier un peu vos types de clients. Donc, si j'entends bien, en fait, les problèmes semblent assez réglés pour la plupart. Vous avez de la trésorerie, un chiffre d'affaires qui est impacté, mais pas de façon catastrophique. Est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu as rencontrés ou que tu rencontres toujours en ce moment? Bah, en ce moment, comme on voit que c'est le deuxième confinement, que personne voulait y croire, on s'aperçoit que les gens sont plus inquiets quand même. Le premier confinement, voilà, c'était tout le monde à la maison. Beaucoup étaient partis à la campagne. Il faisait beau. C'était le début du printemps. On sortait de l'hiver. Il y avait un truc un peu d'irréel en fait. On voyait des images à la télé de personnel soignant, mais quand on n'était pas touché ou qu'on n'avait pas quelqu'un de la famille qui était au front, l'impression que les gens se rendraient pas hyper compte de ce que c'était. C'était plutôt une parenthèse. Tout le monde a été payé pour la plupart. Donc avec chômage partiel, là, je parle pas que chez nous. On va se prendre un confinement pendant 2 mois et après ça sera terminé. Et même si ça va être dur, il va y avoir une reprise économique et on en sera débarrassé. Là, on y retourne. Ça a l'air beaucoup plus. La deuxième vague a l'air plus grave que la première. Donc il n'y a plus la même ambiance. Quoi. Et les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets, nos résidents sont inquiets, le staff est inquiet. Donc on sent qu'il y a voilà, les gens sont fatigués. Première chose que je vois, c'est ça, c'est une inquiétude et une fatigue, une lassitude, une grosse lassitude chez les gens. Et en plus, on arrive dans l'hiver, c'est pas la période de l'année où on est toujours le plus, le plus en forme. Donc les gens sont fatigués, donc moins opérationnels, moins d'entrain, même quand on aime son boulot. Donc c'est un peu compliqué là, je trouve cette première chose que je remarque. La deuxième, c'est que c'est maintenant que je pense qu'il va y avoir les vrais problèmes économiques pour à peu près tout le monde. Même s'il y a beaucoup d'aides de l'État, à un moment, quand il n'y a plus de chiffre d'affaires, les entreprises ferment. Et on s'aperçoit en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, qui licencient. Donc du coup, la structure économique, il va y avoir moins de gens qui vont avoir un emploi. Donc de plus en plus on va être chacun dans notre écosystème familial ou de proches, on va connaître des gens qui sont touchés. Donc ça va forcément nous impacter un peu moralement. Après moi je suis optimiste parce que d'un autre côté, au final les activités qu'on héberge, les entrepreneurs qu'on héberge, ne sont pas ont des savoir-faire que tu ne délocalises pas. Parce que nos artisans vivent pour la plupart de sur-mesure et d'aménagement de petites séries. Comme dans toutes les crises, en général, leurs clients sont plutôt des gens quand même qui ont les moyens. Et dans des crises, c'est pas les gens qui ont les moyens qui vont souffrir le plus. Donc je pense que nous l'activité 2021 se présente bien parce que on a une activité formation où on a déjà gagné des appels à projets qui vont nous générer pratiquement, qu'on a déjà pratiquement sécurisé 90% des revenus des formations de tous nos sites pour l'année 2021 et 2022. Quand tu dis formation, c'est la partie formation professionnelle dont tu parlais plus tôt, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a 3 types de formations. On a les modules de formation d'une semaine finançables par le CPF.
Donc, on a commencé à mettre en place depuis septembre. Donc, tu veux apprendre l'impression 3D, c'est 5 jours à ici Montreuil ou ici Marseille ou ici Nantes, par exemple. Et tu repars avec une certification. Ce qui fait que tu peux en fait utiliser ton budget CPF pour la financer. Fabriquer un meuble en bois, on a la modélisation 3D, voilà, on a plusieurs modules. Deuxième type de formation, c'est en fait on répond à des demandes des collectivités et des OPCO, donc les organismes paritaires qui financent les formations, qui disent voilà, nous en 2021 et 2022, on a besoin de former X centaines ou milliers de demandeurs d'emploi dans notre région à des compétences qui sont recherchées par le monde du travail, qui sont soit les compétences du numérique, soit les compétences des métiers verts qui arrivent. On a profité du confinement pour répondre à des appels à projets, pour monter des dossiers, créer des consortiums avec d'autres acteurs. Et en fait, on a rapporté ces appels à projets en Île-de-France et en région PACA. Donc c'est des programmes sur 1 à 3 ans, sur 18 mois à 36 mois, où on va former des dizaines de demandeurs d'emploi sur plusieurs années à de nouvelles compétences, par exemple à l'éco-conception, au métier de valoriste des déchets, entrepreneur maker, voilà. Donc du coup, on signe des conventions de partenariat avec les collectivités, de financement, et donc ils nous disent, voilà, nous on va vous financer tant sur les prochaines années. Donc c'est du cofinancement collectivité et privé et entreprise. Troisième formation là qu'on met en place, en fait, c'est des formations pour les décrocheurs, pour plutôt des jeunes qui savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Donc on les rentre dans un programme où en fait on leur fait découvrir des environnements professionnels et plusieurs métiers, une dizaine, et en fait ça leur permet de choisir à la fin le métier vers lequel ils veulent aller, et donc de rentrer dans un parcours de formation classique pour obtenir un diplôme, un métier. Ça s'appelle les formations de préqualification. Est-ce que tu as un exemple à partager pour illustrer un peu ça? Les métiers verts, par exemple. Les métiers verts, en fait, c'est les métiers liés à l'éco-conception, au circuit court et à la gestion des déchets. Tout le monde s'accorde pour dire que ça va être des gisements d'emploi dans les prochaines années. Sauf que les métiers n'existent pas aujourd'hui, donc il faut créer, et donc les diplômes et les écoles n'existent pas. Donc en fait, l'État, à la manière de la grande école du numérique, lance un appel à projet et dit, demande à des organismes de formation comme nous, parce qu'on est un organisme de formation, de proposer des formations innovantes. Donc par exemple, valoriste de déchets, en fait c'est une formation qui permet de savoir, qui va permettre d'obtenir les compétences pour savoir où trouver les déchets, en faire des gisements, savoir les trier et proposer des réutilisations pour pouvoir trouver les débouchés pour ces déchets. Et on imagine qu'il y a des débouchés à la fois dans l'artisanat, mais à la fois dans la construction, mais aussi dans le design. Oh, c'est super, c'est hyper intéressant, et je vois que vous êtes pas trop impacté en termes de chiffre d'affaires. Moi, j'ai interviewé des dirigeants qui étaient divisés par 2, voire par 7 leur chiffre d'affaires en ce moment. Donc, c'est plutôt rassurant et inspirant de savoir que vous développez sur certains champs, notamment formation sur du moyen long terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez fait malgré le confinement, ou est-ce que cette période de confinement a été l'opportunité de bien répondre à des appels d'offres? Comme on n'avait plus de projet de fabrication pendant le confinement, parce qu'on pouvait, même si on pouvait venir, même si nos lieux étaient ouverts, on pouvait pas. Les donneurs d'ordre avaient arrêté leurs commandes, donc on a passé 2 fois plus, voire 3 fois plus de temps que prévu en 2 mois sur l'activité de formation. Donc le confinement nous a permis d'aller plus vite, de répondre plus tôt. Nous, ce qu'on s'est dit avec Christine, que tu connais, qui est ma femme et cofondatrice, on s'est dit tout de suite, 2021, c'est raté, donc il faut sécuriser pour être sûr d'aller au bout de 2020. Voilà, faut mettre en place, quitte à sacrifier certains trucs sur 2020, faut mettre en place l'organisation, les projets qui nous permettent d'assurer une année 2021 qui va bien se passer. Donc c'est pas encore fait, mais on va dire que, en tout cas sur la partie résident, nous on n'a pas perdu de résidents, on en gagne plutôt des résidents. Donc la première source de revenus qui génère un tiers, nous, c'est les abonnements. Donc de ce côté-là, on n'a pas été impacté, ça va. On a quand même accordé des réductions sur les mois de confinement à nos résidents. Donc l'activité d'abonnement qui représente un tiers est assurée, elle se déroule comme prévu, et donc en 2021, on n'a pas de
de signes qui permettent de penser que ça va pas bien se passer. Donc ça, c'est un tiers de nos revenus. La formation, c'est un tiers de nos revenus. Et comme j'ai dit, on est déjà pratiquement assuré d'arriver à ce tiers de revenus complet. Donc après, il reste l'autre tiers qui est la fabrication. Et là, on a vraiment souffert en 2020. Quoi, la baisse de chiffre d'affaires, c'est pratiquement que la baisse de chiffre d'affaires des projets de fabrication, en fait, que des structures extérieures nous confient. Et on pense qu'en 2021, ça va être encore compliqué, parce que, en fait, nous, on a beaucoup de projets d'aménagement. On a du prototypage, comme on a parlé tout à l'heure, qu'on avait fait ensemble il y a plusieurs années, par exemple. Mais on a aussi des entrepreneurs ou des sociétés qui nous confient l'aménagement intérieur de leurs bureaux, de leurs boutiques, de leurs restaurants, par exemple. En 2020, il y en a eu beaucoup moins, et en 2021, ça va être pareil. Donc en fait aussi, c'est pareil, on s'est demandé comment essayer de trouver du chiffre d'affaires pour fin 2020 et pour 2021. Donc du coup, on a décidé de répondre à des marchés publics, ce qu'on n'avait jamais fait de notre vie. Donc en fait, en début de confinement, on a repositionné un de nos salariés, en fait, Darko. Je sais pas si tu l'as connu. Non, je connaissais pas. Darko, qui est devenu notre développement commercial et notamment en charge de la réponse à des marchés publics. On a financé 2-3 jours de formation de 4 de nos employés aux marchés publics, donc des marchés publics de fabrication et de conception. Donc bien les trouver, bien répondre et les gagner. Et du coup, on a profité du confinement pour apprendre. C'est-à-dire qu'on a répondu à des marchés publics. Bon, forcément, les premiers, on était complètement à la rue, quoi, à la fois au niveau des prix, à la fois de ce qu'ils demandaient. Mais petit à petit, on progresse. Et là, on en a gagné. On a gagné notre premier marché public, qui est quand même pas rien. C'est 120 000 euros pour ici Nantes. En fait, l'aménagement d'un espace de bureau dans une ville près de Nantes. Voilà, parce que d'habitude, tous nos marchés publics, tous nos projets de conception et de fabrication venaient plutôt du marché privé, d'entreprise privée. Donc, on a profité du confinement pour monter en compétences sur des sujets qui nous permettaient de trouver de nouvelles débouchés. Oui, c'est intéressant ça. Dès le premier confinement, vous avez une approche très stratégique sur comment préparer 2021. Vous avez investi pour former vos équipes sur ces sujets de marché public qui, pour bien connaître la chose, c'est pas des plus simples. Et tu me dis que vous avez même fait un petit peu, vous avez répondu à certains marchés pour mieux connaître les prix. Donc avant de gagner, finalement, il y a eu pas mal de travail en amont et d'investissement à la fois en temps, en formation. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on a répondu à une dizaine, on a bossé beaucoup, on s'est vraiment bien vautré. Mais la seule manière d'apprendre, c'est quoi? C'est une des manières d'apprendre, c'est de le faire, de répondre, d'obtenir les réponses des collectivités. Et c'est comme ça qu'on progresse, en fait. Il faut faire. Ouais, c'est ça. C'est l'esprit aussi maker. Ouais. Voilà. Donc, voilà, on le fait, on se plante et on progresse et on apprend et on va se planter de moins en moins, en fait. Mais c'est un travail que vous aviez dû engager un peu avant ou ça a commencé en mars? En fait, marché public, ça fait un bout de temps qu'on se disait qu'il fallait y aller. Okay. Moi, j'avais pas mal de collectivités qui me disaient, voilà, pour des marchés inférieurs à 40 000 euros, on a de plus en plus de mal de trouver des artisans pour fabriquer. Donc, je m'étais dit, il faut y aller. Mais bon, on n'avait pas le temps. Et confinement, on s'est dit, c'est le bon moment de payer une formation à nos directeurs de site, plus à Darko qui pilote cette activité, et d'en trouver pour répondre, tout simplement. Et donc, du coup, on a mis du temps, mais on en a gagné un premier. Et on est, alors je sais pas si on y arrivera au bout, mais on a aussi osé répondre à des marchés publics pour les Jeux Olympiques. Parce qu'en fait, les Jeux Olympiques ont beaucoup de marchés de fabrication, de mobilier, de salles de réunion, d'événementiel. Et donc, on a répondu à un marché public des Jeux Olympiques, mais en s'alliant à un très gros, donc un groupe qui s'appelle G11, qui est un gros groupe de l'événementiel. Et en fait, on a répondu ensemble et on est présélectionné on espère la semaine prochaine avoir une bonne nouvelle en disant, voilà, vous ferez partie des prestats des Jeux Olympiques. Donc là, si jamais on a une bonne nouvelle, c'est des marchés de fabrication assurés en 2022, 2023 et 2024. C'est super, ouais, ça apporte une stabilité et une certaine sécurité de gagner ce genre de marché.
Ce qui est important avec les marchés publics de fabrication, c'est que ça va nous amener, nous, du chiffre d'affaires à notre structure, mais surtout, on va pouvoir la sous-traiter à nos résidents. Donc, du coup, ça va aussi permettre de sécuriser les revenus d'une partie de nos résidents. Oui, c'est assez vertueux. Ouais. Oh, génial. Bon, bah, je suis contente pour vous. Je croise les doigts pour ce marché public Oui. des Jeux Olympiques. Il faudrait pas qu'il y ait 15, Et il faudrait pas qu'il y ait 15 confinements, quand même. Bon. ouais, c'est ça. Parce qu'il y a ce que tu disais, en fait, j'entends que niveau stratégique et aussi trésorerie et revenus, vous avez bien tenu la barre et vous avez même réussi à innover quelque part, à faire des choses nouvelles, à investir pour ça, et ça porte ses fruits. En revanche, tu mentionnais le côté un peu moral. Comment toi, tu tiens le choc et comment tu fais en sorte que tes équipes aussi tiennent le choc, parce que tu mentionnais cette lassitude qu'on éprouve toutes et tous, c'est certain. Ouais, c'est pas simple, parce que nous, par exemple, moi, notre fils, en fait, en septembre, il a été malade. Un week-end, il avait de la fièvre. On a fait venir le médecin le lundi, et le médecin dit il a de la fièvre. Mais du coup, c'est probablement pas le Covid, mais comme c'est un des symptômes, il doit rester à la maison pendant 7 jours. Mais j'ai vu notre fils qui a 12 ans, et j'ai vu sa tête. Et en fait, en voyant sa tête, il nous dit, mais ça se trouve, je l'ai, et je vous ai contaminé, ou j'ai contaminé papy et mamie, par exemple. Et donc, ça, c'est un enfant de 12 ans, mais on a des cas comme ça aussi parmi notre équipe et nos résidents, en fait. Donc, comment dire, on n'est pas des psychologues, donc c'est pas simple, ça. Et nous, comme on tient le coup, en fait, je pense une des clés, en fait, c'est de s'accorder des moments, deux types de moments, des moments où on travaille tout seul, en n'étant pas dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que si on n'est pas là une demi-journée, une journée, l'activité va pas mourir. Et voilà, de sortir de la pression un peu d'être tourné vers les autres tout le temps, vers le staff, les équipes, les résidents, parce que nous, on est quand même une activité où on est au milieu de nos staffs et on est au milieu de nos clients toute la journée. Toute la journée, donc on est sursollicité toutes les 3-4 minutes, j'exagère à peine. Donc on a besoin à un moment d'être en dehors pour pouvoir réfléchir au moins 15 minutes de suite à un sujet. Donc c'est ça, puis prendre soin de soi et des siens. Alors, faut vraiment prendre soin de soi. Voilà, moi je me suis j'ai fait plusieurs choses, mais je me suis organisé des moments dans la journée où je m'inspire, où je me concentre sur mes passions. Et j'essaie de progresser dessus. Et où je fais du sport, parce que moi j'ai besoin de faire du sport. C'est quoi tes passions et tu fais quel sport? Alors, il y a une première passion qui est compliquée à faire à Montreuil, qui est le surf. Donc même en confinement, je pouvais pas trop la faire. Donc, la deuxième, c'est le vin. Ou l'œnologie, on va dire. Donc, moi, je me suis dit, il faut que je sorte 2 mois de confinement en arrivant à mieux lire le vin, à mieux sentir les arômes qui sont dedans et en les goûtant. Tous les jours, je m'accordais des moments pour apprendre sur type de vin, quels sont les cépages, quels sont les arômes, en pratiquant un peu, mais avec modération, forcément, en achetant un peu de T'as le nez du vin, non? Voilà, j'ai ça, Ouais. j'ai la chance d'avoir une cave, nous, cave à vin, donc achetant du vin en pratiquant ça, en regardant des tutos, voilà, de vignerons qui parlaient de leur vin, en me renseignant sur des vins étrangers, voilà, en lisant la revue du vin de France, mais du coup en le faisant tous les jours. En temps normal, je fais plutôt le week-end, là je le faisais tous les jours, donc je le faisais un peu. Donc c'était ça. Et après le sport, c'était beaucoup d'étirements le matin, parce que moi j'ai des problèmes de dos depuis toujours, donc je m'étire beaucoup, puis en courant 2 à 3 fois par semaine. Tu vis à Montreuil, tu pouvais courir au parc des Guilans ou? Moi c'est le parc des Beaumont, donc nous on est à l'est de Montreuil. Ah oui. On habite ici Montreuil, comme tu le sais, en face du parc des Guilans, mais nous on habite à l'est de Montreuil, en face du parc des Beaumont. D'accord. Mais il n'était pas fermé parce que nous, ça a fermé un moment tous les espaces verts à Pantin. Et ils ont fermé les parcs à Montreuil, mais sauf que le parc des Beaumont, en fait, t'as la moitié du parc qui a une barrière et l'autre moitié a pas de barrière. Donc en fait, on pouvait y aller sans problème. Quoi, sans problème dans 1 heure maximum par jour. Quoi. Et en m'occupant, et le troisième point, c'était du temps avec mon fils. Voilà.
Qui finalement a eu le Covid ou pas? Non, on a mis Non. 14 jours pour obtenir son test. Quoi, son résultat de test? 14 jours. Un truc de fou. Ouais. Et des moments, c'est-à-dire qu'on avait, je pense que c'était important aussi en confinement, de se créer des rituels. Donc des rituels perso, des rituels en famille, ou des rituels avec des proches. Et nous, rituel, c'était le soir, on se faisait un film en famille, quoi, tous les trois. Chacun son tour choisissait, pour éviter les problèmes. Et je me souviens, ton fils avait participé à un Kids Lab que j'avais organisé, où Oui. on avait une initiation au code. Il avait été vraiment très impliqué. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a continué ou qui l'intéresse, ou il est passé à Non, autre chose? quand il a découvert que c'était notre métier, ça l'intéresse un peu moins en ce moment. D'accord. Voilà, parce que je pense que c'est un peu comment dire, c'est inconscient, mais pour se construire un peu différemment de nous. Ok. Bon, ça se tient, il faut qu'il se construise. Ouais, c'est ça. Et, et justement, moi, dans le podcast, j'aborde toujours la question un peu de l'énagramme et du MBTI, mais je sais que toi, tu les connais pas. Non. En revanche, pourrais-tu nous partager ton signe astrologie et ton ascendant? Alors, je suis Balance, ascendant Lion. Alors c'est drôle parce que hier j'ai interviewé une chef d'entreprise qui était aussi Balance ascendant Lion, et que vous êtes les deux, c'est vraiment le hasard des choses. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'intéresse, l'astrologie? Est-ce que tu saurais définir un peu ce que ça dit de toi, ou pas vraiment? Je m'y suis intéressé, mais je maîtrise pas trop. Je sais que ceux qui s'y intéressent me disent, ça m'étonne pas. Donc, Et qu'est-ce qu'ils disent juste après ça? non, mais en gros, en tout cas, ce que d'après, alors je suis pas du tout un expert et tout, mais on dit que c'est plus quand même plus l'ascendant Oui. qui fait la personnalité, on va dire, en tout cas une partie des traits de la personnalité, la volonté de réussir, d'être un peu chef de meute ou des choses comme ça, quoi. Et Balance ascendant, c'est quand même assez créatif, c'est pas ce qu'on dit. Donc c'est entrepreneurial. Voilà. Donc après, je ne maîtrise pas plus que ça. Mais... Bon, après, Oui, c'est normalement quelqu'un de confiant qui peut avancer sans trop tenir compte de la vie des autres. Et ça, c'est quand même une qualité quand on est entrepreneur. Il faut à la fois écouter les autres et en même temps avoir ses propres convictions. L'idée, c'est de voir un peu ce que toi, que disent les autres de toi, en fait. que je suis, comment dire, un peu trop têtu. Alors ça peut être une qualité, un défaut. Non, moi, il y a un truc important dans la personnalité, c'est que tout est possible, en fait. En fait, je viens d'une famille dont une partie est est médecin, chirurgien, du côté de ma mère. Ma mère, la première partie de sa vie, c'était en hôpital. Et en fait, il y a du côté de ce côté de la famille, c'est tant que il y a une croyance très forte, c'est tant que t'es pas mort, tu peux t'en sortir. Tant que t'es pas mort, tu peux t'en sortir. Donc ça implique deux choses, c'est-à-dire que ça dépend de toi. Ça dépend de toi, et si tu fais ce qu'il faut, même quand t'es au plus mal, tu peux y arriver, quoi. Donc du coup, nos parents, donc ma mère notamment, m'a inculqué une grosse confiance en moi. Une grosse confiance. Oui, c'est vrai que tu dégages ça, en tout cas. Une confiance et puis une sorte de cap. Et une sérénité, ça veut dire que j'ai confiance tout le temps, mais en fait, moi je me dis que ça permet d'être optimiste, en fait. Avoir confiance en soi, ça permet de se dire que si on a un problème, on peut s'en sortir. On est capable de trouver des solutions pour s'en sortir. On peut avoir besoin des autres forcément, mais ça dépend de soi avant tout. Tout ce qui nous arrive dans la vie, en bien ou en mal, alors pas tout, mais on y est pour quelque chose souvent. Donc du coup, on peut agir. Et surtout quand on est entrepreneur, c'est la confiance en soi. Ça veut pas dire qu'on connaît tout, mais ça veut dire voilà, j'ai confiance. C'est pas grave, je connais pas le sujet, j'ai jamais fait, mais j'y vais, quoi. Je saute. Ouais. Et on verra, quoi. Je saute et je vais nager, puis je vais pas couler. Ça va peut-être être compliqué, mais je vais réussir à atteindre la rive. Alors justement, avec cette croyance-là, est-ce que toi, tu as l'impression de vivre une épreuve actuellement? Ah oui, voilà. Quand on a 20 salariés, que le chiffre d'affaires baisse et que l'économie va être impactée pendant quelques années, donc on a quand même 20 salaires
à assurer à la fin de chaque mois, il faut tenir la barre, oui. Ah oui, c'est une épreuve. Mais ou un challenge plutôt. D'ailleurs, moi, je le prends comme voilà. Épreuve, c'est quelquefois ça peut avoir ça peut être vu comme avoir une connotation un peu négative. Moi, je le prends quoi. Toutes les épreuves, je les prends plutôt comme des challenges à réussir. Quoi. C'est comme ça. Oui, surtout c'est un défi, surtout que vous avez pas, tu parles de 20 salaires et vous n'avez pas fait appel au dispositif de chômage partiel, donc il fallait quand même assurer le chiffre Alors, d'affaires. on a fait appel nous au congé maladie pour garde d'enfants. Après, on a eu comme un peu de chômage partiel quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a bossé beaucoup, mais on a quand même dû mettre quelques personnes au chômage partiel. Ah d'accord, Ouais. ok, je Voilà. n'avais pas vu ça. Et par contre, là, pour le deuxième confinement, on est tous un peu en chômage partiel. Deuxième coup, là, la trésor, on prend un sacré coup quand même. En fait, on a un double problème aujourd'hui, c'est que la trésor a on a bien mangé la trésor, et en plus, on a du chiffre d'affaires qui n'a pas été, en fait, qui est dehors. Et parce que il y a beaucoup d'entreprises ou de structures qui mettent beaucoup plus de temps pour payer, qui au lieu de mettre 2 mois, mettent 6 mois. C'est-à-dire que nous, on a des projets, notamment un où c'est 150 000 euros. On a commencé à bosser il y a 1 an. C'est avec une structure publique, hein, je ne donnerai pas le nom. On n'a toujours pas été payé. On est en train de terminer là. Ah oui, c'est significatif. Donc du coup, on a décidé de mettre tout le monde en chômage partiel, et donc la moitié, en gros, c'est plus ou moins 50%. Du coup, on travaillera la moitié du temps et l'autre on ne travaillera pas. Mais du coup, ça fera aussi du bien à tout le monde de pouvoir avoir du temps pour soi. Voilà. Ouais, parce que comme tu le disais, il y a un effet de lassitude, de fatigue et puis quand même beaucoup d'incertitude sur les suites de cette crise sanitaire. Donc c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir un peu de temps pour soi. Ouais. Et du coup, en synthèse, je sais que tu l'as abordé par petites touches. Est-ce que tu as l'impression d'avoir innové jusqu'à présent pendant cette crise? Oui. Innover, pas technique. Alors, on va dire à plusieurs moments, parce qu'on a participé au mouvement des makers pour produire en grande quantité des systèmes de protection pour les soignants. On a dû trouver une meilleure moyen de travailler. Donc du coup, le confinement a amené des nouvelles habitudes de travail dans le staff. C'est-à-dire que depuis le confinement, en fait, le télétravail c'est plus généralisé. C'est-à-dire que maintenant, on oblige les membres du staff à ne pas être tout le temps dans les lieux et à garder du moment où ils sont chez eux, ou alors ailleurs que dans nos manufactures. La troisième chose, c'est plus de temps à plusieurs pour réfléchir, d'impliquer plus d'autres pour trouver des solutions que juste tout seul ou à deux avec Christine. Et après l'autre, c'est comment parce que là on est dans 2 mois compliqués, parce qu'effectivement on a une année 2020 qui se présente bien, mais l'année 2021 qui est un peu tendue à cause de l'argent qui est dehors en fait, et qui met du temps à arriver, quoi. Donc c'est un peu particulier de vivre ça, en se disant 2021 bien se passer, mais là 2020 à court terme c'est compliqué, juste parce que des structures profitent. Je sais pas, je pourrais pas dire que c'est profiter. Je pense qu'il y a des grosses structures qui mettent plus de temps à payer parce que beaucoup de gens sont en télétravail, il y a une désorganisation un peu générale. Oui, c'est rassurant de savoir que cet argent va arriver, mais c'est pas facile à gérer, à piloter quand on sait pas quand, quoi. On travaille depuis presque 1 an, on a toujours pas. Ouais, c'est énorme. Pas un premier versant et tout, c'est fou, quoi. Ouais, ça c'est les délais de paiement, c'est vrai que c'est un sujet en soi. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on termine cet entretien? Non, en fait, le dernier truc que j'ai fait, moi, j'ai découvert les podcasts pendant le confinement. En fait, je n'avais jamais écouté de podcast de ma vie avant le 15 mars. Et maintenant, ça devient une habitude, j'en écoute presque tous les jours, en fait. Avant, quand j'allais courir, moi, sans musique, sans rien, et maintenant, je vais courir en écoutant des podcasts. Génial, t'écoutes quoi comme podcast en ce moment? Bon, alors, il y a ceux qui sont pour les autour des passions, et il y a ceux qui me servent dans le boulot, on va dire, ou qui m'inspirent. On a profité aussi du confinement, en fait, pour mettre en place une nouvelle fonction, pas du confinement, mais de la crise, en fait, pour mettre une nouvelle fonction dans l'entreprise, qui est le gros hacking. Donc, marketing digital. Ah oui. Donc, Toi, tu viens du marketing, d'ailleurs. Ouais, de la pub. Ouais. Mais on n'avait jamais fait ça, donc on a créé un poste
pour l'instant, on a embauché une apprentie parce qu'on a besoin d'embaucher en CDI, on a besoin quand même de bien le définir et voir comment ça peut fonctionner dans une structure comme la nôtre. Et donc du coup, même si on a 2 personnes qui s'en occupent chez nous, je me suis remis dedans pour comprendre un peu. Donc la dernière fois, je suis allé courir en écoutant un podcast de AAR, donc c'est AARR, et c'était le marketing Instagram. Parce qu'en fait, la première chose qu'on fait, nous, dans le marketing digital, c'est on réorganise nos réseaux sociaux. Voilà, on a réorganisé nos réseaux sociaux, on en avait trop. Et donc je me suis dit, tiens, donc je me suis remis à courir en écoutant un podcast sur mieux communiquer avec Instagram. Et en fait, on apprend, en fait, hein, les podcasts, on apprend. Donc, il y en a, il y a le tien que j'ai découvert. Et il y en a un autre que j'ai découvert et que j'adore, c'est The Craft Project. Donc là, c'est Raphaël Lebeau qui interviewe la crème de la crème des artisans d'art de France. Et vraiment très très inspirant. Donc elle interviewe des tapissiers, des serruriers, des maîtres d'art qui expliquent leur vocation, leur métier et leur quotidien. Ah, c'est intéressant, je connaissais pas celui-là. Mais c'est vrai que sur AAR, oui, c'est acquisition, activation, rétention, recommandation et je crois et revenus. C'est un peu la tarte à la crème dans le domaine de marketing réseau, mais effectivement, c'est une bonne source d'apprentissage les podcasts. Moi aussi, j'utilise pour ça et aussi pour découvrir des personnes. C'est génial que tu puisses faire ça. Eh ben, écoute, on a terminé. Est-ce que je te remercie? En tout cas, c'était vraiment super intéressant. C'est moi, merci de m'avoir invité. Voilà, tu découvres les podcasts cette année et tu es l'invité d'un podcast. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça va vite. Bon, merci Nicolas, bon courage pour la suite. Ouais, C'était Carole Stromboni pour l'épreuve coronavirus. Musique originale par Grégory Kahn. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles.